Jean-Paul Brigelli, bonjour. Bonjour. J'ai grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui pour cette première émission d'une série consacrée à l'état actuel du système éducatif et évidemment aussi à ce qui pourrait être envisagé pour le restaurer, le redresser ou le reconstruire le cas échéant. Donc je vais vous demander tout d'abord de vous présenter, j'en ferai autant ensuite et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Jean-Paul Brigelli, je fus normalien, je suis toujours agrégé de lettres, j'ai erré pendant 45 ans dans tout le système éducatif, collège, lycée, lycée de ZEP très très dur de région parisienne, la mère de toutes les ZEP si je puis dire, classe prépa finalement en fin de carrière, et essayiste, de mauvais aloi, disent les gens qui ne m'aiment pas. Ça a commencé avec la Fabrique du Crétin, première époque en 2005, vous dire à quel point j'avais de l'avance, et ça a continué avec la Fabrique du Crétin, deuxième époque, l'année dernière, avant de se conclure pour le moment avec l'école à deux vitesses, toujours aux éditions de l'Archipel. Bon, et après avoir pensé comme vous que l'école allait décidément extrêmement mal, j'ai fini par conclure qu'elle allait terriblement bien au gré de quelques-uns, mais évidemment pas de la majorité. C'est une école dont les Français sont globalement dépossédés. Très bien, je vous remercie pour cette introduction qui nous rapproche tout de suite évidemment du cœur du sujet. Pour ma part, je suis Roger Chudeau, député de Loir-et-Cher. J'appartiens au groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale et je suis le référent de ce groupe pour les questions éducatives. Donc, parlons de l'école. Parlons peut-être d'un problème qui la ronge, qui la détruit de l'intérieur. Parlons du problème de la laïcité. Eh bien, vous savez, lorsque notre confrère Dominique Bernard a été tué, il y a 3 semaines maintenant, son assassin cherchait, c'est pas lui qui cherchait, il cherchait un prof d'histoire. N'importe quel prof d'histoire. Je vous rappelle, c'était un ancien élève du lycée. Donc il voulait assassiner un prof d'histoire. Voilà, il voulait assassiner un prof d'histoire. Ou si vous préférez, en raccourcissant, il voulait assassiner l'histoire. C'est le problème de l'islam. L'islam n'a pas d'histoire. Ils ont un Dieu incréé, un livre incréé également. Je rappelle par exemple lorsque, en 2015, je crois, ils avaient fait des attentats au musée du Bardo en Tunisie. Oui. Ils avaient choisi le lieu très précisément parce qu'il fallait effacer toute mémoire tunisienne de faits antérieurs à l'islam. Voilà. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des mosaïques en particulier sublimes au musée du Bardo, mais justement, c'est comme les Bouddhas de Bamiyan pour les Afghans, du passé faisons table rase. Alors là, ça se prend au sérieux. Oui. Je rappelle que Daesh en a fait autant partout où ils sont passés. Bon, c'est un rapport très particulier et ce serait anecdotique. Je suis désolé pour le côté violent de la chose, ce serait anecdotique si on enseignait l'histoire. Mais le problème, c'est qu'on n'enseigne plus l'histoire, on n'enseigne plus le français, on n'enseigne plus véritablement les sciences, parce qu'à chaque fois, on se heurte au fanatique qui dit « la Terre est plate, la Shoah n'a jamais existé, Darwin avait tort, etc. » Voilà. Et nous nous retrouvons... Alors là, on pourra revenir en arrière sur les différentes étapes de l'Apocalypse. Nous nous retrouvons en concurrence avec des gosses qui disent « c'est votre avis, c'est pas le mien ». Voilà, 6 millions de juifs tués entre 40 et 45, c'est votre avis, c'est pas le mien. Et de toute façon, il n'y en a pas eu assez. Exactement, voilà. Tout à fait. Ils confondent opinion et connaissance, bien sûr, évidemment. Tout à fait. Et donc, ce phénomène est particulièrement, selon nous, marqué dans les quelques 300 quartiers prioritaires de la ville où l'école, au fond, est le dernier service public, généralement, le dernier bastion républicain, mais où elle ne peut même plus assurer correctement les enseignements. C'est-à-dire qu'on est attaqué sur la nature des enseignements, sur la mixité des classes, par exemple, en EPS, sur la vie quotidienne, c'est-à-dire les repas à la cantine, qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, mais tout de même. Lorsque il y a une période dite de Ramadan
un élève non musulman qui mange un sandwich au jambon dans la cour, il est roué de coups. Hein. D'ailleurs, il n'essaye même plus. Et de toute façon, les enseignants sont priés de ne pas faire de contrôle pendant leur malin. Et tout ça, oui, en plus, et tout ça se passe en effet sous le régime du fameux pas de vague, qui continue d'exister dans le système malgré les déclarations du nouveau ministre Gabriel Attal, qui pense avoir avec l'abaya réglé le problème, mais qui n'a rien réglé du tout. Il a surtout réglé un problème, je dirais, de communication politique. C'est fort bien, tout à fait. Il faut le reconnaître, ce talent. Hein. Mais d'abord, tous les jours, il y a des provocations avec abaya. Bon. Et puis surtout, le fond du problème n'est pas là, vous avez raison, c'est qu'on ne peut plus, dans de nombreux établissements, et pas seulement dans les QPV, enseigner correctement les sciences, les arts, les lettres, l'histoire, bien sûr. La musique. Et la musique. Ah oui, la musique aussi, qui est haram, n'est-ce pas ? Elle n'est pas convenable, elle est interdite. Et donc, les professeurs ont déclaré récemment dans un sondage que 50% d'entre eux s'étaient auto-censurés en classe, pour éviter de susciter des troubles avec un certain nombre d'élèves. Et donc ça, c'est un problème véritablement pour ça je dis, ça nous ronge, ça nous détruit de l'intérieur, ça le fait à bas bruit, c'est vraiment un péril mortel, qui est d'autant plus mortel qu'il est discret. Et donc, que pensez-vous que nous puissions faire ? Alors, il faut expliquer véritablement ce que c'est que l'autocensure. Oui. L'autocensure, dans mon domaine, c'est la littérature, c'est ce qui fait qu'on n'étudie plus la chanson de Roland parce qu'on y tue des sarrasins, on n'étudie plus le Cid parce qu'on y tue des morts, on n'étudie que des choses, si je puis dire, qui ont au fond l'étiquette woke. Vous voyez, c'est un peu ça, je sais bien que c'est l'un de vos dadas et aussi, vos spécialités, oui. Mais il y a d'ailleurs une interconnexion entre les islamistes, disons les islamo-gauchistes ou moi j'ai plutôt tendance à dire islamo-fascistes, oui, mais enfin ça me paraît plus adapté. Et les croyants les plus absolus, véritablement. Et donc, les woke qui assurent en quelque sorte la censure à un niveau politique. Voilà. Je rappelle que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au prix Goncourt avec un bouquin sélectionné qui a avoué qu'il avait eu affaire à des sensitivity readers, c'est qui lui avait épargné d'écrire des choses désagréables. Bon, je vous laisse juger, si on reprenait la Bibliothèque nationale, ce qu'il faudrait virer, qui n'est pas... Mais il y en a que ça ne gêne pas. Je rappelle que les mêmes musulmans ont détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Ça a mis 7 mois à brûler, quand même. Ça donne une idée quant à l'idée que les morts ont justement transmis la culture grecque. C'est une vaste plaisanterie dans l'ensemble. Bon, non, ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre que en renonçant à enseigner ce qui doit être enseigné, oui, alors on ouvre la porte à tous ceux qui vont mettre dans ces cervelles inoccupées des certitudes et des croyances absolument terribles, pratiquement. On fabrique des tueurs à force de ne pas fabriquer des êtres humains. Voilà, c'est le principe de base. Or, la République avait eu pour objet, quand elle a réinventé l'école, Condorcet, de dire, voilà, les savoirs, et Condorcet, c'était les savoirs les plus savants, c'était l'encyclopédie, c'était, voilà, il sortait du XVIIIe siècle. C'est ainsi que nous devons former des Français. Et l'éducation était du domaine des parents. Il y a eu des évolutions. Mais vous parlez de l'abaya, je vous rappelle que la loi Jospin, juillet 89, 2 mois plus tard, a engendré la première affaire de foulard à Creil, qu'il aurait suffi au ministre de prendre un décret en disant « on ne porte pas d'habits religieux en classe ». Voilà. Mais il est allé chercher le Conseil d'État, etc. Et Lionel Jospin s'est écrié « et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi si la France s'islamise ?» Tout à fait. Terra Nova était passé par là. Voilà, Terra Nova était passé par là. Et Terra Nova, je vous rappelle, depuis cette époque, fait perdre le PS immanquablement. Vous avez raison, ils sont à 2%. Là, donc, effectivement, ça, ils sont tombés très bas.
Je pense qu'ils n'ont pas trouvé les nouveaux publics que Terra Nova leur promettait. Ils cherchaient à nouveau les damnés de la Terre, ils n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé des gens qui sont certes enragés, mais qui sont enragés au service d'une croyance, d'une religion, laquelle est conquérante, comme chacun sait. Et la gauche, d'une certaine manière, qui était laïque au départ, même par construction, on pourrait le dire, s'est horriblement pris les pieds dans le tapis, si j'ose cette expression un peu triviale, et se trouve maintenant totalement démunie, puisqu'on le voit dans la crise au Moyen-Orient, l'extrême gauche est allée jusqu'au bout de l'ignominie, en refusant de déclarer le Hamas comme un groupe terroriste. Éric Coquerel disait encore avant-hier que c'était une armée qui avait commis des crimes, et non pas un groupe terroriste, il n'a pas prononcé le mot. Donc je pense que pour eux, la page se tourne, ils vont rejoindre les fameuses poubelles de l'histoire, et ce ne sera un regret pour personne. Mais cela dit, le mal est profond à l'école, puisque vous le disiez, les élèves qui ne sont plus exposés aux enseignements pour cause d'autocensure trouvent dans les réseaux sociaux, avec lesquels ils passent à peu près le plus clair de leur temps. Ils passent plus de temps devant leurs appareils de téléphone qu'en classe. C'est-à-dire en termes d'exposition, si je puis dire, au savoir versus exposition à des croyances ou à de la propagande politique ou religieuse, nous avons déjà perdu ce combat-là. Donc les élèves, effectivement, nous échappent. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'un sondage récent réalisé auprès de professeurs, chez des jeunes professeurs, a révélé que 50% de nos jeunes collègues, sortis des IUFM et de ce qui a suivi les INSPE aujourd'hui. INSPE. Oui, INSPE, oui, d'accord. Institut national supérieur du professorat de l'éducation, si j'ai bien compris, ne croient plus à 50% qu'il soit nécessaire d'être aussi rigoureux, pour autant qu'on le soit, sur la question de la laïcité. Ni savant. Voilà. Ni savant. Ces 10 dernières années, j'ai passé mon temps à réconforter des néoprofs, comme on dit, qui, devant traiter tel ou tel sujet, ne savaient rien. Mais je dis savaient rien, mais d'une façon fondamentale. Et quand on disait, va voir Brigelli, il sait. Bon, très bien. Mais étant moi-même dans le sentiment d'être un dinosaure, en quelque sorte, parce que le savoir est archaïque. Non, mais justement, vous voyez, c'est intéressant parce que nous allons supprimer, si Marine, ou plutôt quand Marine arrivera aux affaires, nous supprimerons les instituts supérieurs, etc., les INSPE. Parce que nous considérons que ce n'est pas une université de former les professeurs du second degré ni du premier degré, qu'en plus la formation est de très médiocre qualité quand elle n'est pas un formatage idéologique et pédagogiste, donc ce sera supprimé. La formation sera assurée par des pairs, par exemple par vous, c'est-à-dire par des maîtres vis-à-vis de leurs compagnons ou de leurs apprentis qui transmettront. Oui, c'est de toute façon le modèle du compagnonnage qui est le plus efficace. Exactement. Voilà. Et nous l'établirons sur 2 ans, avec des périodes évidemment d'enseignement direct, etc. Tout cela, c'est la technique, nous saurons le faire. Je rappelle que c'est ce que nous avons vécu quand nous étions nous-mêmes jeunes profs. Parfaitement, oui. Voilà, ce qu'on appelle les CPR autrefois, vous voyez, et ça ne nous a pas fait plus mauvais que les enseignants actuels. Oui, moi, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais je passais mes CPR à Marseille, puisque j'étais à Aix-en-Provence comme étudiant germaniste, et après le CAPES et la Greg, j'ai été au lycée Nord, Saint-Exupéry aujourd'hui. Voilà, c'est ça, voilà. Et au lycée, il y avait un lycée expérimental dans la Pointe Rouge, c'est ça? Marseille-Vert. Marseille-Vert, voilà. Tout à fait passionnant d'ailleurs. On expérimentait tout ce que mai 68 avait laissé se déposer sur la pédagogie, c'était très intéressant. En tout cas, ce sont mes collègues qui m'ont formé. J'ai été inspecté et nous reprendrons ce modèle. D'ailleurs, je prépare une proposition de loi dans ce sens. Nous devons absolument briser la machine à formater les professeurs dans le sens du wokisme dont vous parliez, puisqu'effectivement, non seulement ils ne comprennent même pas ce que signifie la laïcité pour 50% d'entre eux, mais en plus, ils sont très très sensibles à toutes sortes de niaiseries, comme la théorie du genre, par exemple, etc. Voir l'écriture inclusive. Voir l'écriture inclusive, qui est un autre dada. Je vous suggère de rajouter à votre programme une refonte complète des concours. Oui. Parce que même sous l'ère Blanquer, qui a vaguement essayé parfois de faire les choses un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Le CAPES, par exemple, s'est pédagogisé d'une façon effrayante. On le refuse à des gens qui savent véritablement des choses, mais
qui n'ont pas le bon goût de réciter l'évangile selon saint Mérieux. Oui, exactement, tout à fait. Oui. Vous avez raison. Vous êtes un champion de la formule, c'est magnifique. Parce que, bon, ils ont inventé un système dit simultané où on apprend, soi-disant, et entre guillemets, à la fois à maîtriser sa discipline et sa didactique, mais aussi la pédagogie en général, la pédagogie générale d'ailleurs. Ce qui fait effectivement que j'irais une pédagogie hors sol. On leur enseigne ça et on les évalue là-dessus au CAPES. Alors, je peux vous dire que quand vous avez passé l'agrégation, aujourd'hui, vous êtes quand même forcé de passer un master MEF, métier de l'enseignement et de la formation, etc. Obligé. Non, je crois pas. On peut avoir un master de spécialité. Non, oui, mais vous êtes quand même obligé de passer un master MEF. Et il se trouve que j'ai eu des cas très précis. Donc, le néo-agrégé auquel je pensais était censé écrire un mémoire. Oui, et alors ça le faisait braire, donc je lui ai écrit. Et je lui ai écrit en faisant la critique de Jean-Paul Brigelli, en faisant un recueil de citations, en expliquant à quel point Jean-Paul Brigelli était un affreux réactionnaire, etc., en l'appliquant aux questions orthographiques. En expliquant que lorsque l'élève écrit « je les plante » avec un S à plante, il n'y a pas de quoi le réprimander car il a le sens du pluriel. Oui, déjà, c'est déjà un début. Voilà, etc. Et le candidat en question a eu une excellente note, les félicitations, etc. Parce qu'effectivement, j'espère que vous savez que l'orthographe est un concept bourgeois. Mais parfaitement, voilà. Oui, bien sûr. Ce qui est important de savoir, c'est que tout concept bourgeois que ce soit, en ne l'apprenant pas à ceux qui ne sont pas bourgeois, on leur interdit à tout jamais de devenir bourgeois. Mais parfaitement. Et donc, on est dans la pleine reproduction, c'est-à-dire que le système se retourne contre lui-même. C'est exactement ça. Faire tous ces gens qui n'ont que Bourdieu à la bouche, en fait, lorsque Bourdieu écrivait dans les années 60, il était légèrement en avance sur ce qu'a produit le système, qui, à force de prêcher l'égalitarisme, a produit les distinctions sociales les plus outrées que Bourdieu ait pu rêver. Mais bien sûr. Voilà, on est véritablement aujourd'hui dans un système d'héritiers pur. Lorsque vous êtes fils ou fille de, vous entrez dans les bonnes écoles, privées ou publiques, d'ailleurs, ça n'a absolument aucune importance. Lorsque vous appelez Kevin ou Ben Mouloud, vous êtes condamné à aller dans le collège du ghetto où vous habitez par ailleurs et vous n'en sortirez jamais. Tout ça avec les meilleures intentions dites de gauche. Et pour reprendre ce qu'on disait tout à fait au début, il faut considérer que la Terre a tourné en quelque sorte parce que la laïcité aujourd'hui est défendue par des hommes de droite. Passons sur les quelques-uns qui en même temps sont des néo-croisés, etc. Ça ne représente personne. Mais les hommes de gauche, de façon générale, sont actuellement anti-Dreyfusards, par définition, antisémites, pro-religion, etc. Et n'aurait certainement pas voté pour le petit père Combe, vous voyez. Il devrait faire un examen de conscience de temps en temps en se disant, mais qu'avons-nous fait de nos idéaux de jeunesse ? Parfaitement, tout à fait. D'ailleurs, moi, je ne manque pas, dans mes petites chroniques, de souligner la responsabilité écrasante, idéologique, politique et institutionnelle de la gauche en ce qui concerne la déliquescence du système éducatif. C'est eux qui l'ont largement détruit. Alors, largement, parce que une partie de la droite a fait de son mieux aussi. Oui, tout à fait. Je rappelle ce que je ne manque pas de dire. Le collège unique, c'est le duo Giscard-Haby. Absolument, tout à fait. Que Haby était le DGESCO des années 60, qui avait imposé l'étude du français tel qu'il se parle, et non pas tel qu'il s'écrit. La Fontaine finit, Aya Nakamura, te voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est... sur des responsabilités un peu partagées quand même. Peut-être parce que la droite, à l'image de Gaulle, très longtemps s'est dit ça doit marcher tout seul, l'éducation, c'est pas le domaine régalien véritablement, etc. Si, ça l'est devenu maintenant parce qu'il y a une absolue urgence. Et oui, alors c'est amusant ce que vous dites parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré récemment, c'est une déclaration assez inouïe, qu'en effet il considérait que l'éducation était devenue du domaine régalien et que elle était même un domaine réservé du président de la République. Ça, on n'a pas encore bien vu comment ça s'organisait, mais bon. C'est en tout cas le domaine réservé de la femme du président de la République. Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, ce sont comme d'habitude de belles formules.
emprunter à d'autres, qui restent vides de sens et surtout vides de traduction dans les faits. Alors revenons, si vous voulez, à notre affaire de laïcité. La question que je vous posais, et que je me pose aussi, à laquelle nous allons tâcher de répondre, c'est comment redresser la barre, comment reconquérir les positions perdues, comment rétablir un enseignement laïque et un respect de la laïcité dans nos classes. Alors, il y a une formule de Bernard de Clairvaux, XIIIe siècle, nous sommes des nains portés sur les épaules des géants. Je pourrais le dire en latin, mais enfin, ça n'intéresse personne. Il faut en revenir à l'étude des géants. Que ce soit en littérature, parce qu'il y a des géants en littérature et des gens dont l'œuvre est absolument incontournable, quelles que soient d'ailleurs les idéologies qu'il est porté à l'époque, on s'en fiche totalement. Après tout, Racine était le plus grand lèche-cul de l'histoire, mais il a fait des œuvres d'une beauté absolument prodigieuse. Ça d'un côté, les héros de l'histoire même du pays, c'est fini ça. Maintenant, on étudie le costume au XIVe siècle, etc. Les flux commerciaux méditerranéens. C'est comment dire, ce sont les péchés dans l'école des annales, qui étaient passionnants à bac plus 8, mais qui à bac moins 15 manquent un peu d'intérêt finalement. Et en même temps, on a admis au niveau de la langue tous les errements possibles et imaginables, alors que la langue française est extraordinairement corsetée. C'est ce qui la rend d'ailleurs à la fois très difficile pour les étrangers et en même temps, je le dis, c'est pas un paradoxe, très facile à apprendre parce que justement, il n'y a qu'à apprendre par cœur. Voilà. Le participe passé, conjugué avec le verbe avoir, avec un COD antéposé, s'accorde avec ce COD. Les arbres, je les ai plantés, et S. Voilà. Là aussi, moi aussi, j'ai le sens du pluriel. Et ça d'un côté, donc, rétablir, si je puis dire, la ligne des héros. La République n'est pas sortie de rien. Donc, concrètement, pour être un peu politique et pratique, revoir intégralement les programmes d'histoire. Revoir les programmes d'histoire et de géographie d'ailleurs, parce que ce serait bien qu'ils connaissent un peu la géographie de la France. Ce serait pas mal, oui, tout à fait. Histoire géo, donc, lettres aussi, reprendre absolument l'étude de la langue. On a essayé de faire des efforts, on a mis une épreuve de grammaire au bac de français, etc. Ça fait braire la plupart des profs qui, quand ils ont passé le CAPES, n'ont quasiment pas d'épreuve de grammaire et qui ne savent pas véritablement pourquoi il y a une épreuve de grammaire. Voyez, faites un essai, demandez à un prof de français actuel pourquoi l'impératif à la deuxième personne du singulier plante, voilà, n'a pas de S. Ah oui. Voilà. C'est pas normal lorsque tu plantes, c'est un S, mais plante. Tu plantes, il y a un S, mais plante, alors qu'il s'agit bien, théoriquement, on s'adresse à quelqu'un. Oui, bien sûr. Parle, voilà. Il n'y a pas de S. Mais simplement, ils auraient pu apprendre que dans la construction de l'impératif qui emprunte ses formes au subjonctif, il n'y a pas encore de réalisation, et donc lorsque je te dis parle, tu n'es pas encore réalisé comme sujet, tu n'es qu'une troisième personne. Qu'il parle. Oui, voilà. Mais c'est de la grammaire un peu fine. Non, c'est amusant parce que ça fait penser à l'allemand, effectivement. Autrefois, en ancien allemand, enfin pas en ancien allemand, en allemand du XVIIIe siècle, on utilisait la troisième personne, précisément. Voilà. Donc, revenir véritablement à... nous appartenons plus ou moins à la même génération, nous faisions tous les jours une dictée question à l'école primaire. Et nous n'en sommes pas morts, la preuve. Vraiment, non. Voilà, il nous est même arrivé d'avoir de très mauvaises notes, parce qu'à l'époque on mettait des notes, il va falloir en finir avec cette histoire on met des couleurs, etc. Et quand tu fais une faute, ou quand tu tues quelqu'un, on t'inscrit un stage poney. Voilà. Non. Nous avons eu parfois de très mauvaises notes, nous n'en sommes pas morts non plus. Je dois même dire que même quand on y repense, c'est plutôt drôle, véritablement. Bon, et ça d'un côté, et puis le troisième volet, c'est insister véritablement sur les disciplines scientifiques, les maths, a priori, parce que les maths sont la base de tout le reste, parce que nous avons le plus intense besoin. Je vais prendre un exemple. Il est question donc de réouvrir les centrales nucléaires, etc., de relancer le programme. Excellente idée. Voilà. Bon, rien que ça va épuiser tous les ingénieurs qui vont être fabriqués dans les 10 ans à venir.
Et pour le reste, on va aller les pêcher où si on ne les fabrique pas? Vous voyez, moi j'ai fait une proposition par exemple pour imposer l'uniforme au collège en disant à condition que ces uniformes soient fabriqués en France, ce qui relancerait une industrie textile qui a rendu l'âme depuis quelques années. Oui. Bon, mais là aussi, il va falloir trouver des gens qui sachent programmer des machines, etc. Vous voyez, si on n'a pas une formation scientifique un petit peu sérieuse, alors où est-ce qu'on trouve les heures pour faire tout ça? Eh bien, je pense que l'apprentissage de l'écologie, de la sexualité diverse et diversifiée, de la gastronomie de supermarché, etc., n'a pas exactement sa place à l'école. Du surcroît, c'est de l'éducation. Oui, bien sûr. C'est pas du ressort de l'école. Non, on est bien d'accord. C'est bien d'accord. Il y a beaucoup à faire pour que la priorité aux fondamentaux entre dans les faits, puisque c'est une sorte de mantra. J'ai calculé qu'il y avait 15 ministres d'éducation nationale qui, depuis Chevènement, donc, ont martelé que leur priorité allait être à l'enseignement des fondamentaux. Sauf qu'évidemment, il n'en est rien. Alors on nous rétorque qu'il n'y aurait pas de corrélation statistiquement vérifiée entre le nombre d'heures en français et les résultats en français. D'abord, j'en doute profondément. Et ensuite, je pense que les élèves sont tellement distraits par ailleurs, en effet par des disciplines ou des pseudo-disciplines qui sont anecdotiques et presque folkloriques, d'une part à l'école, et puis surtout aussi, j'y reviens, par les médias sociaux, par les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas trop d'heures de français dans le primaire, il n'y a pas trop d'heures de français au collège. On a calculé que les élèves avaient perdu 522 heures de français en une scolarité par rapport à il y a 20 ans. Donc déjà, ils ont perdu entre 1 et 2 ans par rapport aux années 90. Exactement. Déjà. Donc ça, ceci est une catastrophe, il faut le stopper. C'est pourquoi dans le programme de Marine, il sera indiqué que par exemple dans le premier degré, le mercredi sera rétabli avec 3 heures, matinée, maths français haute dose. Voilà, toute l'année. Ça fait quand même 108 heures de maths et de français en plus. Ça peut changer les choses. Je vous suggère, je vous dis une chose, c'est que si le français et les maths ne sont pas assez étudiés dans le primaire, c'est parce que les gens qui sont recrutés comme professeurs des écoles, on va leur donner leur titre complet, ça a l'air de leur plaire. Moi, je trouve que l'instituteur était beaucoup plus beau, mais enfin, chacun son truc. N'ont pas de compétences particulières dans ces deux domaines. Ils ont été recrutés en sociaux, en psycho, en ce que vous voulez. Il faut déjà impérativement ne plus recruter que des gens qui ont travaillé dans une discipline enseignée à l'école. On peut très bien demander à l'université, une fois arrivé aux affaires, de concevoir des licences bidisciplinaires, français-maths, français-histoire, maths-histoire, mais avec ces trois matières clés-là, qui permettraient donc un accès direct et plus facilité au concours de recrutement des professeurs des écoles. Ce serait beaucoup mieux que MEF. À Bac+3. Alors voilà, à Bac+3, tout à fait, avec évidemment l'obligation de finir sa formation à M2 parce que nous sommes obligés de le faire pour de multiples raisons, dont la moindre n'est pas qu'il y a des accords européens. Oui, mais on est maintenant, cette fois-ci, en système de compagnonnage sur le terrain. Bien sûr. C'est ce qui d'ailleurs leur vaudra salaire. Oui, mais exactement. Pratiquement. Ils seront élèves professeurs ou professeurs stagiaires, n'est-ce pas? Donc ils seront rémunérés pour finir leurs études, mais également pour apprendre leur métier dans les écoles académiques. Je suggère d'y rajouter une obligation de service décennal, par exemple, parce que après tout, s'ils ont été financés pendant une partie de leurs études, cette somme-là, elle est à rembourser. Après tout, à l'ENS, nous devions 10 ans à l'État. Bon, j'y ai donné 45, mais parce que j'ai toujours tendance à exagérer, si je puis dire. C'est une excellente chose. Même chose d'ailleurs pour Polytechnique, pour toutes les formations qui sont rémunérées par l'État. J'étais IPECien, donc j'ai passé un concours pareil, vous aviez l'obligation décennale. J'ai fait mes 45 ans comme vous, joyeusement. C'est vrai, je ne me suis jamais ennuyé dans ces métiers que j'ai pratiqués. Bon, très bien. Donc on s'est éloigné de la laïcité, mais j'ai déjà un début de réponse à laquelle je souscris parfaitement. Revoir profondément les programmes de l'enseignement, au moins obligatoires. Pour le lycée, il faut travailler dessus, mais déjà, école primaire et collège, revenir aux fondamentaux, au sens propre, etc. Et aussi bien d'ailleurs dans les méthodes pédagogiques aussi. Et revoir donc la formation des maîtres. Tout ça s'articule très très bien, c'est parfait.
Bon, après, il y a la question de l'autorité. Que fait-on des élèves qui refusent ces enseignements? Que fait-on des familles qui rejoignent, qui disent non, vous ne pouvez pas obliger ma fille à aller à la piscine avec les garçons, etc. Actuellement, tout ceci, c'est le pas de vague, ça se passe. On ne veut pas d'ennui. Moi, je pense, pour ma part, qu'il faut cesser de se laisser faire et imposer les règles de l'enseignement, tout simplement. Et quiconque ne le respecte pas... Déjà, il y a une obligation de présence. Voilà. Et quiconque ne le respecte pas, tout. Après les procédures d'usage, contradictoires, tout ce qu'on voudra, éducatives même, peut être invité à quitter l'école publique si vraiment il s'y comporte comme un facteur et un fauteur de troubles. Ou dans un premier temps, par exemple, de suspendre l'allocation de rentrée. Par exemple, oui, tout à fait. L'allocation familiale aussi. On l'avait fait pour les absentéistes avec Ciotti. Ciotti avait produit une loi qui a été abrogée, je crois, quelques mois après l'arrivée de Hollande au pouvoir, et que comme inspecteur général, j'ai eu l'occasion d'évaluer dans les académies. Donc l'idée était simple, l'absentéisme non justifié peut produire, après une procédure assez longue mais solide, peut produire la suspension des allocations familiales. Ça avait eu un effet dissuasif. Il y a eu très peu de suspensions en fait, mais ça a eu un effet dissuasif puisque au bout du bout, la famille en question se retrouvait devant l'inspecteur d'académie en personne. Et là, du coup, qui leur disait, là maintenant c'est fini, la semaine prochaine je fais une lettre au directeur de la CAF, et puis ce sera fini pour vous. Et les élèves revenaient. Donc ça marche, ces choses-là, ça fonctionne. Alors, je veux dire que la peur marche toujours très bien, surtout dans ce pays, ça c'est marrant. Mais de ce point de vue-là, si on refait les programmes, cela suppose également qu'il y ait pour les enseignants une obligation de traiter ces programmes. Quant à ceux qui voudraient absolument arguer de la liberté pédagogique, etc. Alors, je vais le dire très fortement, ils ont le droit d'être révoqués. Oui, tout à fait. De toute façon, la liberté pédagogique telle qu'elle est décrite dans le Code de l'éducation est très encadrée, puisqu'elle est encadrée par les lois et règlements. Donc la liberté pédagogique existe, mais elle ne peut pas permettre à un professeur de ne pas respecter les programmes. Comme d'ailleurs l'ensemble des autres libertés en République. Mais voilà, la République, c'est l'encadrement de la liberté, ou alors j'ai rien compris, en 1792. C'est la déclaration des droits de l'homme qui est en lettres de bronze dans la cour d'honneur derrière nous. Et effectivement, vous avez raison, la liberté, c'est ce qui est permis sans nuire à autrui, qui trouve ses limites dans la liberté d'autrui, et ce qui est permis par la loi. Et or, la liberté pédagogique ne dispense pas à un professeur d'enseigner les programmes qu'il est chargé d'enseigner et pour lesquels il est rémunéré. Alors, quand on dit les programmes, quand je dis qu'il faut repenser les programmes, pour bien se faire comprendre des téléspectateurs, je leur conseille de trouver dans un CDI de lycée un manuel de maths de terminale C des années 80-90 et de comparer avec les manuels de maths, même les plus spécialisés, des terminales actuelles. Globalement, nous enseignons un tiers de ce qui était au programme à l'époque. On le voit très bien quand on se retrouve en maths sup, parce que les programmes de maths sup sont restés dans la continuité des anciens programmes. Alors, il y avait toujours un petit choc nerveux entre le bac et les prépas, c'est normal. Actuellement, c'est plus un petit choc nerveux, c'est la plongée dans le gouffre. Vous voyez, et au bout d'un an, ils n'en sont toujours pas revenus, parce que ça leur demande un boulot absolument monstrueux, et des concepts qui paraissaient aller de soi à l'époque, ne vont plus de soi du tout. Je rappelle que c'est valable non seulement en terminale, mais dans toute la chaîne, puisque il y a un mois à peu près, la question à poser à des élèves de 6e, qu'en est-il de quart dans 3 quarts, la moitié n'ont pas su répondre. Ils les ont laissés sans voix. Je comprends. Alors c'est bien que vous parliez de cela, parce qu'effectivement, il me semble de mémoire qu'Henri IV a créé une sorte de classe propédeutique pour remettre les élèves au niveau avant d'entrer en prépa. Il y a eu au départ 6 ou 7 lycées qui ont fait ça, dont le lycée Thiers où j'étais moi-même à Marseille, Nantes, etc. Bon, l'idée de propédeutique me semble à généraliser, y compris dans les facs, parce que il est très difficile aux enseignants de fac, parce que je le vois couramment, de
faire travailler des étudiants qui ne savent pas ce que c'est qu'un paragraphe, qui ne savent pas ce que c'est qu'une phrase, une majuscule, etc. Il y a une remise à niveau. Ça a été fait à la fac d'Orsay pour les maths, d'ailleurs, depuis plus de 10 ans maintenant, hein, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui sortaient d'un bac S, comme on disait, n'avaient pas le niveau pour suivre en fac. Exactement. Voilà. 150% des étudiants, des bacheliers, échouent en première année. Pour obtenir une licence qui normalement se fait en 3 ans, ils la font en 4 ans, et il n'y a que 34% d'entre eux qui réussissent. Les autres disparaissent dans le vortex. Et encore, les facs également ont tendance à noter avec une certaine aménité, parce que je vous rappelle qu'elles reçoivent des subventions en fonction du nombre d'étudiants qu'elles ont. Oui, tout à fait. Non, mais donc là, ça c'est le désastre du baccalauréat. Alors, ça nous permet d'aborder une question que je souhaitais aborder avec vous, ce sont les examens. Bon, le baccalauréat, selon moi, a été achevé par par la réforme Blanquer, c'est-à-dire qu'il n'est plus maintenant, à mes yeux, qu'un certificat de présence en terminale. Et surtout une occasion de dépenser 900 millions d'euros chaque année. Voilà, exactement. Bon, donc, c'est cher et ça ne rapporte rien, donc c'est très embêtant. Ça ne sert plus du tout aux élèves, puisque Parcoursup, de toute façon, est initialisé bien avant les épreuves du baccalauréat, ne prend plus en compte désormais que le contrôle continu, qui compte pour 40% de la note du bac. Le contrôle continu, c'est évidemment une vaste foire, puisque les établissements notent selon leur culture propre, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que les établissements d'élite notent sec, mettons entre 5 et 12, et les établissements des banlieues notent large. Alors, il faut le dire aux parents, hein, ne faites pas une fixette sur les notes de vos enfants. Ce que l'on regarde prioritairement, c'est justement l'établissement. Voilà. Parce que l'on sait parfaitement que 14 ou 15 dans tel très bon établissement, privé ou public, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est 3 fois plus que 20 à, mettons, Paul Valéry à Paris. Vous voyez, bien sûr. Et donc, en fait, le bac est privé d'enjeux académiques, puisqu'il ne sert plus à rien. Il faut l'avoir, mais enfin, c'est vraiment une formalité au sens propre. Mais on peut le donner en tant que certificat de fin d'études. Justement, là, je pense que nous allons, parce que j'ai bien lu votre livre École de vitesse, je pense que là-dessus, nous aurons peut-être une petite divergence, mais on va y revenir. Hein. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne sert plus à rien pour l'université. La preuve, c'est qu'il a un niveau tellement bas que 50% des élèves redoublent, échouent en première année de fac, comme on vient de le dire. Donc, il y a ça. Donc, en remontant la chaîne, dans le programme de Marine Le Pen, il est écrit qu'il y aura un examen de passage en seconde. Et je serais même tenté pour l'année prochaine, pour 2027, d'y ajouter un examen d'entrée en 6e. Parce que je considère, ayant moi-même enseigné 10 années l'allemand, donc aussi à des classes terminales, j'ai vu que le corps enseignant s'auto-évalue en fonction du résultat de ses élèves. C'est ce qui est très sympathique d'ailleurs. Hein. Bon, ça montre à quel point ils prennent ça à cœur, les collègues. Mais maintenant, plus largement, l'école primaire est privée d'enjeux académiques, ou scolaires en tout cas, et social. C'est-à-dire qu'on passe tous les élèves passent, y compris à l'ancienneté, au collège. C'est pour ça qu'au collège, en 6e, 50% d'eux ne lisent pas de manière fluide. Bon. Même chose pour le collège. Au collège, le DNB ne vaut rien du tout. Vous avez vu comme moi des copies récentes. De toute façon, Chantal, les bons élèves l'ont avant même de le passer. Oui, exactement. Ils ont déjà les points. Bon, bref, tout ceci n'est plus qu'une vaste comédie, n'est-ce pas? Donc, il faut rétablir un enjeu aux études collégiennes, si j'ose dire, à savoir, vous avez un examen de passage, vous passez selon vos notes, vous passez en seconde générale, en seconde technologique ou en seconde professionnelle, ou vous vous orientez vers d'autres voies, etc. Et même chose pour le bac. Moi, je souhaite je pense qu'il faut rétablir ça, ce qui redonnerait du sens aux études et qui permettrait aussi au passage d'aborder de manière plus sereine la question de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a un programme, l'examen national porte sur l'ensemble du programme, il n'est pas question de s'affranchir de tel ou tel truc. Alors, il y a une autre possibilité qui est alors là, ce serait une vraie révolution, ce serait de travailler en certification. Exactement comme on le fait justement post-bac pour les langues, certification A, B, etc. De façon à ce que des gens puissent effectivement ne pas traîner comme un boulet une incapacité dans telle ou telle matière et briller dans telle ou telle autre. Moyennant quoi Parcoursup ou n'importe quelle instance de sélection
aurait une lecture immédiate des vraies capacités. Voilà. C'est-à-dire, vous avez bien dû avoir des gens qui étaient rapidement brillants en allemand et qui ne touchaient pas leurs billes en maths ou en physique. Vous voyez ? Bon, mais il ne faut pas qu'ils soient coulés en permanence là-dessus. Au contraire, il faudrait qu'on puisse leur mettre une double dose d'allemand de façon à leur donner un niveau déjà qui serait très avancé et qui permettrait véritablement de les orienter intelligemment en fonction de leurs aptitudes. Pour définir une sorte de profil de l'élève. Voilà. Moi, le seul slogan que je défends depuis toujours, c'est permettre à chacun d'aller au plus haut de ses capacités, étant entendu que les capacités de l'un ne sont pas celles des autres. Voilà. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une série A, latin, grec, etc. J'aurais été très malheureux de devoir continuer à faire des maths à haute dose. Voilà, c'était... mais je me suis régalé à faire du latin, du grec et des lettres, etc. Et après tout, j'en ai fait un métier. Voilà. De la même manière, parler des lycées professionnels, je pense qu'il faut donner dès le collège un avant-goût des formations professionnelles, etc., de façon à éveiller la curiosité. Parce que le fait est, on a tous vu à partir de 12-13 ans des gosses qui, dans les matières générales, commencent à... voilà, et qui seraient éventuellement très très bons dans toutes sortes de métiers. Hein, je rappelle que les lycées professionnels ne sont pas condamnés à l'échec. Je suis allé à Morteau voir un lycée professionnel des métiers de l'horlogerie. Ils sont recrutés avant même le diplôme par les horlogers suisses qui sont juste de l'autre côté de la colline. Hein, voilà. Même chose pour la restauration. Voilà, il faut avoir pour le lycée professionnel une ambition très haute, et cette ambition très haute doit passer également, alors peut-être par la restauration d'un bac professionnel en 4 ans, comme c'était le cas autrefois, et en leur donnant une formation générale, parce que très franchement, qu'est-ce que ça veut dire d'être un technicien et de ne pas savoir parler ou écrire le français ? C'est très gênant, et d'ailleurs les employeurs s'en plaignent beaucoup. Hein. Il y a un vrai problème presque de communication, en tout cas parfois de lecture. Hein, moi, pour avoir travaillé avec un tailleur de pierre qui n'arrivait pas à recruter des petits jeunes, parce qu'il me disait ils ne savent pas calculer un angle. Et pour tailler les pierres, ça peut être utile. Vous voyez, et on fait pas uniquement du 90 degrés en quelque sorte. Et il ne l'avait jamais appris. L'usage d'un rapporteur, comme on dit, est passé sous le radar. Il faut effectivement restaurer la dignité de tous les métiers. On parlait de compagnonnage, et c'est exactement à ça que je pense. C'est-à-dire, il y a des gens qui se révèlent véritablement quand on les met face au boîtier d'une montre ou face à la confection d'une commode. Vous voyez, bien entendu. Voilà, c'est tout à fait indispensable d'ailleurs. C'est même patrimonial d'une certaine manière. C'est un trésor de savoir-faire que nous avons accumulé au cours des siècles. Mais il est significatif que nous nous soyons en quelque sorte éloignés de nos valeurs patrimoniales. Exactement, parfaitement. Et donc, il est tout à fait significatif, en effet, que l'accès au lycée professionnel ne soit réalisé que par défaut, par rapport au lycée d'enseignement général, qui serait la filière noble. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense qu'il va falloir réfléchir sérieusement au rétablissement d'une 4e année, enfin d'un bac en 4 ans plutôt qu'en 3 ans. C'était une idée une réforme de Xavier Darcos à l'époque, qui avait d'ailleurs servi à économiser un nombre significatif. Je pense que c'était une réforme du ministère des Finances. Oui, voilà. Elle n'était pas prévue d'ailleurs dans le programme de Sarkozy à l'époque. Darcos m'avait dit moi-même, il me dit, tu crois que le ministère de l'Éducation est rue de Grenelle, il commence et il finit à Bercy. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'étais un petit peu aux affaires à l'époque, autour des affaires à l'époque. C'était l'époque de la RGPP. C'était Sarkozy, puisqu'on parlait de la droite, on peut en parler quelques minutes. Sarkozy avait décidé qu'il fallait passer sous les fourches codines de Bercy, précisément, tout l'État. Révision générale des politiques publiques. Bon, il a détruit ainsi l'armée de terre, il a détruit beaucoup de choses, une bonne partie de la police et de la gendarmerie, et il avait exigé de Xavier Darcos 90 000 emplois. À supprimer. 90 000 emplois. Bon, évidemment, ce n'était pas faisable, il a bien fallu trouver le moyen de raboter.
Et je pense... Je rappelle, c'était le Sarkozy première époque, celui qui trouvait que La Princesse de Clèves était une lecture inutile. Oui, exactement, tout à fait le même. C'était très étrange. Et donc, bon, je pense que Xavier Darcos a dû faire des choix un petit peu cornéliens. Il a dit, bon, allez hop, on économise une année de bac pro, ça va nous faire, je ne sais plus combien de milliers de postes sans doute, ce sera ça le prix, j'ai envoyé un signal suffisant à Bercy et on me laissera tranquille. C'est également pour ça que Darcos, qui était parfaitement compétent, oui, en a eu très vite marre et est parti au ministère du Travail. Oui, alors bon, je ne suis pas sûr qu'il soit parti de son plein gré, mais ça, il faudra lui demander. Je l'ai déjà reçu 2 fois ici à l'Assemblée nationale, précisément à propos de la francophonie et du wokisme notamment. Pour moi, ça a été un grand ministre, et je trouve typique du sarkozysme qu'on soit débarrassé de lui de manière aussi cavalière, puisqu'il possédait toutes les clés. Lui, il possédait toutes les clés du système. Pour y mettre Monsieur L'Oréal. Voilà, oui, Monsieur Châtel, oui. Passons là-dessus, parce que j'ai un petit contentieux avec lui, parce qu'il a supprimé la direction d'encadrement dont j'étais le patron, et il m'a traité littéralement de diplodocus, ou de, comment disiez-vous tout à l'heure, de fossile, quoi, hein, en disant votre direction est anachronique. Enfin, bon, je m'égare un peu, mais bon, je reviens à notre affaire de baccalauréat. Donc, oui, je retiens votre idée, et Romain la retiendra aussi, parce qu'il faudra qu'on la travaille, d'une certification par matière. Et je voudrais le dire à ceux qui disent il faudrait restaurer le bac tel qu'il était. Oui. Alors, bac, c'est un nom de famille. Mais il est évident que celui que vous êtes actuellement n'a rien à voir avec son arrière-grand-père. Vous voyez, le bac actuel n'a rien à voir avec celui créé par Napoléon en 1803, si je me rappelle bien. Le bac actuel, on ne reviendra pas au bac, mettons, des années 60 ou 70, parce que ça signifie revenir en moyenne, pour les années 70, à 65% de réussite. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des 35%? Donc, on n'a pas la place pour les faire redoubler. Et ensuite... Que diraient les parents? Oui, mais ça aussi, si vous voulez. Là, vous avez raison. Là, on rentre dans le vif du sujet politique de ce qui est faisable. La politique, c'est l'art du possible. Moi, j'estime qu'effectivement, si nous rétablissons le baccalauréat dans sa dignité d'antan, sans aller jusqu'au bac de Napoléon, bien sûr, hein, si nous établissons un véritable examen de passage en seconde, examen de passage en 6e, ce qui n'interdit pas du tout la certification par ailleurs, hein, nous allons avoir des flux d'élèves qui vont se trouver bloqués parce qu'ils n'auront pas le niveau. Ça aura évidemment un effet sur l'opinion publique qui va dire « Ah bon, à peine sont-ils arrivés au pouvoir que déjà le système est bloqué ». Pas du tout. Vous redoublez, mes chers amis. Hein, et pour les jeunes, pour les 6e et les secondes, nous ferons des classes de remise à niveau. Ça coûtera un peu d'argent, ça fait pas de doute, mais moins que l'échec, de toute façon, économiquement, globalement. Il faut voir un truc, c'est que la remise à niveau coûte de l'argent tout de suite. Mais l'échec coûte beaucoup d'argent plus tard. Voilà, beaucoup d'argent plus tard, et de manière quasi invisible, mais enfin, c'est un coût social énorme, bon, qui est difficile de chiffrer, mais qui est réel, y compris d'ailleurs du point de vue humain, pour ceux qui passent d'échec en échec. Donc, on les remet à niveau. Pour les 6e, par exemple, les élèves CM2 qui ne savent pas bien lire, on les met dans une 6e d'adaptation, comme ça existait d'ailleurs, hein, et ils se mettent au niveau de la 6e et ils passent ensuite en 6e. Oui, il faut créer des passerelles tout le temps. Oui, bien sûr, oui, c'est pas, ils ne sont pas obligés de faire toute l'année. Si en bout de 3 mois, ils sont bons, on les fait. Enfin, tout ceci est parfaitement aménageable, ça a été fait, nous savons le faire. Pour la seconde, c'est pareil. Pour le baccalauréat, effectivement, je serais plutôt d'avis de revenir sur le bac, non pas d'antan, mais sur les séries du bac, que je trouvais très bien, qui est L, S et ES, c'est ça. Je trouvais ça très bien. Il faut creuser la chose. Hein, vous voyez, à ce stade du travail, nous avons besoin de regarder ça de plus près. Mais ça avait un avantage, c'est que déjà les classes étaient homogènes, parce qu'actuellement les élèves, ils sont dans les spécialités, ils sont éclatés dans des groupes. C'est un vrai bazar le lycée, franchement. Hein. Bon. Et puis surtout, le baccalauréat ne vaut plus rien. Donc là, l'idée, ce serait, je vais revenir à propédeutique, Parcoursup, il faut un algorithme, voilà, on changera de nom, hein, mais bon, il faut un algorithme d'affectation, ça c'est pas idiot, mais simplement il faut qu'il soit ancré sur quelque chose de solide comme le baccalauréat. C'est pourquoi je ne tiens pas, moi, à en faire un simple certificat de fin d'études. Je veux que ce soit effectivement un diplôme du supérieur, d'une part. Et puis ensuite, les universités, c'est dans une proposition de loi que j'ai déjà déposée, on la reprendra en la peaufinant, seront tenus d'offrir la possibilité aux élèves, aux étudiants, aux jeunes étudiants, d'entrer dans une propédeutique semestrielle ou annuelle, sur la base d'un test d'entrée, qui n'est pas un examen d'entrée, hein, mais un test d'entrée. Vous voulez faire du droit? D'accord. Bon, ben voilà. Un petit test pour savoir si vous connaissez un tout petit peu l'histoire, c'est un brin de culture générale, et si vous savez rédiger une note,
par exemple une dissertation, c'est bien aussi. Si c'est pas le cas, l'université dit, écoutez, si vous allez en première année, c'est l'échec garanti. Et on ne vous gardera pas longtemps, hein, parce ça pousse derrière. Donc, prenez la propédeutique. Ça, à mon avis, ça peut marcher, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? De toute façon, des propédeutiques, il va falloir en instaurer presque à tous les niveaux, parce que un très grand nombre d'élèves et d'étudiants sont dans un niveau supérieur à leur qualification réelle. Oui, voilà, ça c'est un problème absolument terrible. Hein. Moyennant quoi, on est amené à truquer les notes. Écoutez, vous avez dû être dans des jurys de concours, moi-même, etc. On s'est retrouvé à un certain moment avec 4 comme note du dernier admis au CAPES de maths, moyennant quoi tous les autres CAPES ont dit dorénavant il ne faut pas prendre d'admis à moins de 9,8 ou quelque chose comme ça, et ces 9,8 magiquement bien sûr. étaient fabriqués en remontant telle ou telle note, etc. Bon, on ne laissait vraiment de mauvaises notes qu'à ceux dont on ne voulait absolument pas. Hein, mais je me rappelle avoir aidé à recruter 30% de nouveaux certifiés que je ne souhaitais pas à mes enfants. Voilà. Ça, c'est quand même effrayant. Il faut le dire. Hein, voilà. Et la proportion s'est alourdie parce qu'ils savent de plus en plus de choses en pédagogie. Comment installer les tables en carré, en îlot, comme on dit, etc. Comment aller d'un groupe à l'autre, comment utiliser son téléphone portable pour trouver l'orthographe de tel ou tel téléphone portable qui est la source de misère absolue, qui permet aux gosses actuellement d'avoir une connaissance de la pornographie vers 10 ans, d'après les statistiques. Bon, que les parents achètent parce qu'il y a une pression mercantile et puis une pression sociale, etc., c'est un instrument extraordinairement dangereux. Je rappelle que les ingénieurs de la Silicon Valley inscrivent massivement leurs enfants dans des écoles où ils ont du papier et un crayon. J'allais le dire. Et puis c'est tout. Voilà, jusqu'à 16 ans. Ça devrait donner à réfléchir. On n'a pas besoin de plus. C'est un instrument absolument magnifique, l'informatique, mais à partir d'un certain niveau. En dessous, on a vu ça dans les années 80 avec les calculatrices. Les calculatrices produisaient le résultat, mais ne donnaient pas un raisonnement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à descendre la pente. Je rappelle qu'on était parmi les meilleurs au monde en maths. Les meilleurs au monde. Moi, j'ai eu des étudiants qui venaient de passer les Olympiades de maths, donc en terminale, et qui me disaient on s'est fait mettre minable par des petits Chinois de 12 ans. Oui, bien sûr. Et effectivement, quand on regarde les résultats des Olympiades de maths, depuis 20 ans, ce sont les pays du sud-est asiatique qui trônent dans l'azur sans problème. Les enfants à dose. Et puis, il n'y a pas de démagogie sur les notes. Non, il n'y a pas de démagogie sur les notes et il n'y a pas de démagogie sur l'histoire du pays. Le petit Chinois travaille pour la Chine. Évidemment. Il faut que le petit Français travaille pour la France. Nous sommes bien d'accord. Si on ne fait pas ça, ils vont travailler pour l'État islamique. Parfaitement. Je suis d'accord avec vous. Il faut retrouver les fondamentaux politiques au sens large du terme. Oui, bien sûr, qui ont présidé à la création, à l'invention de l'école républicaine, c'est-à-dire le projet des républicains dans la fin du XIXe siècle, c'était d'avoir une école qui élève, puisque c'est ce terme qu'on a employé pour désigner les enfants, qui élève des citoyens, donc des républicains français. Alors, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Oui. Les débuts de la Troisième République, c'est Ferdinand Buisson qui calque le modèle prussien en disant c'est ce qui a permis aux Prussiens de gagner en 1870. Parfaitement. Bien. On l'adapte parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir une nouvelle guerre, parce que l'Alsace et la Lorraine ne resteront pas éternellement allemands. Ils pensaient toujours, n'en parlaient jamais. Et voilà. Ils ont modifié l'école, ils ont créé l'école véritablement en fonction d'une guerre à venir. Alors, je vais être très froid, il faut repenser l'école en fonction d'une guerre non pas à venir, mais qui est en cours à bas bruit. Tout à fait d'accord. Voilà. Ceux qui disent oui, mais il n'y a plus de transcendance, etc. Si, il y en a une qui est la patrie.
Exactement, il y en a une qui est la patrie. Et l'ennemi, ça n'est plus le Prussien avec son casque à pointe à nos frontières. Mais ça, c'était un ennemi identifiable. Mais oui, C'était voilà, un ennemi voilà. politique. Oui, tout à fait. Voilà, L'ennemi est intérieur à double titre. C'est l'islamisme militant qui comme l'explique très bien Madame Bergeau-Bacler, a un projet de conquête qui est méthodiquement poursuivi, d'une part, et il y a un ennemi presque encore plus redoutable, car encore plus masqué, c'est celui du consumérisme individualiste mondialisé, qui fait de nous des consommateurs mondialisés, parce que le téléphone portable qui est sur la table derrière moi, c'est le même, fabriqué en Chine déjà, et il est exactement entre les mains de millions, voire de milliards de personnes. Et ces deux forces-là, il n'y a pas de complot, hein, ce sont des effets de système, ça n'a absolument rien de complotiste. Ces deux forces-là se passent très bien de la nation française. Mais très, de très toutes bien. les nations. De toutes les nations, et la nôtre en particulier, pour l'islamisme, c'est clair, puisque la République est un modèle qui est absolument incompatible. De ce point de vue-là, un très grand nombre de décisions européennes se passent très bien de la nation française. Mais l'Europe n'aime pas les nations, elle aime les régions. Voilà. Puis, j'espère que tout le monde a bien regardé un jour les billets de banque en euros. Fini les grands hommes qu'il y avait. En Allemagne, il y avait Goethe, Schiller, etc. Nous, on avait Victor Hugo, Napoléon, Pascal. On n'a plus que des architectures imaginaires, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient réelles, avec des ponts, ça c'est symbolique, et des portes ouvertes, c'est symbolique également. C'est d'une nullité absolue. Vous cherchez vainement un clocher avec une croix, on ne sait jamais. Ah non, il ne faudrait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui a compté, c'était le marché unique, et certainement pas les cultures qui composaient l'ensemble de l'Europe. Voilà. Moi, je n'ai rien contre l'idée des États-Unis d'Europe, chère à Victor Hugo, c'est une bonne chose, mais ça veut dire que chaque État a son existence propre, sa réalité, ses habitudes, son histoire, et pas uniquement son obéissance sur Ursula von der Leyen. Parfaitement d'accord. Donc, du reste, Marine Le Pen, sans vouloir faire de propagande, c'est pas le terme, et ça n'est pas le lieu, mais vient de produire un document qui, à mon avis, pourra faire date. C'est une déclaration du droit des nations, qui est à peu près le pendant de la déclaration des droits de l'homme, où elle explique que l'équilibre du monde et sa paix reposent sur le fait que l'on reconnaisse à chaque nation sa propre dignité et que on n'essaie pas de l'enfermer dans des ensembles supranationaux où chacun se dissout au bénéfice de ceux qui ont organisé ces ensembles supranationaux. Alors, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais peut-être qu'on s'achemine vers la fin de notre... On a encore un peu de temps. Bon, alors, ce que je voudrais qu'on évoque ensemble, M. Brigelli, c'est la question du que faire, comme dirait Lénine. Hein. Que faire à la fin de votre ouvrage, L'école à deux vitesses, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous dites, bon, d'une certaine manière, le modèle ancien est mort, donc régionalisons, municipalisons même. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une combinaison entre un système jacobin, on décide de programmes très précis, de structures, etc., et une application girondine. Il faut effectivement... Alors, je donne un exemple. Il y a une désaffection pour le métier d'enseignant. Bien. Il y a des raisons absolument multiples. Il y a les salaires, d'ailleurs, etc. Ça, il faudra dire très précisément. On ne vous augmente pas de 3%, on vous augmente de 50%, mais avec une obligation de résultat. Oui, et puis discussion sur les obligations de service. Voilà, et ça c'est une première chose. Mais l'une des raisons, c'est la question des mutations. On passe le CAPES ou l'agrégation, on est envoyé à Pétaouchnok, Trifouille-les-Oies, enfin de toutes sortes de frontières belges de préférence. Banlieue nord parisienne, frontières belges, Ardennes, etc. Bon, il faut absolument que les concours sur des bases nationales soient passés localement, exactement comme le concours de professeurs des écoles, de façon à ce qu'on sache que l'on reste véritablement dans telle région ou que l'on va dans telle autre, parce qu'on peut très bien avoir envie de quitter sa région d'origine. C'est pas la question, mais alors éviter bien entendu que des gens incompétents au niveau de la région. Il faut rappeler qu'on a du mal à trouver des gens compétents au niveau national. Alors au niveau régional, ça va. Il faut éviter que des gens incompétents prennent des décisions mortifères. Il faut donner du pouvoir aux établissements même, à un conseil très restreint
du chef d'établissement et de quelques enseignants. Je ne vois pas très bien ce que les parents, d'ailleurs, viendraient faire là-dedans. Je le dis très froidement. Ah oui. Très franchement, les parents ont pris un poids absolument colossal. Le nombre de chefs d'établissement, de professeurs qui sont insultés, attaqués par les parents, etc., harcelés. C'est depuis que on a ouvert justement des boîtes de courrier aux parents. C'est absolument terrifiant. Pronote. Bon, Pronote. Et je rappelle une chose, c'est que si demain vous avez un enfant qui est opéré de l'appendicite, en tant que parent de l'enfant, vous n'irez pas expliquer au chirurgien comment il faudra procéder. Voilà. Nous sommes des spécialistes et nous devons savoir. J'ai bien dit, nous devons savoir. Ça renvoie à l'idée de la formation, etc. Vos parents, j'imagine, faisaient confiance au maître que vous aviez et ne passaient pas leur temps à aller voir. Aller lui demander. Voilà. Moi, T'es ça m'est contre jamais sa arrivé pédagogie. je ne sais combien d'années d'école. Bon, non pas parce que j'étais un très très bon élève, mais parce que ça ne leur serait pas venu à l'idée. Ils faisaient confiance. Oui, il faut absolument rétablir la confiance dans ce sens-là. De la même manière, demander à des parents de co-escorter, si possible voiler les sorties scolaires, ça va là. Oui, ça suffit. De surcroît, je suis à fond contre la multiplication des sorties scolaires, une par trimestre, c'est très largement suffisant. On a autre chose à faire, parce qu'il faut bien comprendre que une matinée ou une après-midi, ça désorganise tous les cours sur toute la journée, pratiquement. Moi, je le vois à Marseille, si vous voulez, chaque jour, des classes vont herboriser dans les îles du Frioul. Il ferait peut-être mieux d'apprendre la grammaire. Oui, voyez, bien sûr aussi, ou même la biologie, etc. Donc, il faut certainement donner du pouvoir, non seulement aux régions, aux départements, aux municipalités, etc., mais surtout aux établissements. Parce que les établissements sont, je garde la même métaphore, sont comme les hôpitaux, ils savent très précisément, ils sont en prise directe avec les patients, en quelque sorte, et eux savent. Imaginez que quelqu'un soit venu vous dire écoutez, l'allemand, moi, je ne l'enseignerai pas comme vous faites. D'accord, madame, absolument. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Auf Wiedersehen. Exactement. Voilà. Exactement. Non, mais bien sûr. Alors là, nous avons des points de vue très convergents. Ce n'est pas totalement étonnant, notamment lorsque vous parlez de la place des parents dans le système et dans le système de recrutement des professeurs. Il se trouve que nous allons, la semaine prochaine, discuter d'une proposition de loi d'un député du Rassemblement des Républicains qui propose d'établir, de permettre aux étudiants de présenter le CAPES après la licence. Bon, très bien. Et je vais amender ce texte en disant soit, condition... Ce qui était le cas autrefois. Oui, tout à fait. Parfaitement, oui. Je dirais soit, mais le recrutement doit être académique, c'est-à-dire il s'agit bien d'épreuves nationales, ça ne fait pas de doute là-dessus, nationales, mais le recrutement est académique et l'affectation qui en découle académique aussi pour le second degré. Oui, que l'on sache académie par académie combien il y a de postes, après, etc. il faut s'organiser de manière à faire des concours de manière étagée pour que si on a échoué, mettons, dans le sud-est, dans l'académie d'Aix-Marseille, on puisse repasser le CAPES à Limoges. De la même façon, vous savez qu'autrefois, on pouvait être candidat à la députation dans plusieurs arrondissements en même temps. Exactement. On pouvait être élu par plusieurs circonscriptions. C'était très intéressant. Ça me permettait de mesurer la popularité. Boulanger, par exemple, était élu dans plusieurs... Bon, bref. En tout cas, donc, je suis parfaitement d'accord avec ça, et au point où je vais le défendre la semaine prochaine en commission. S'agissant du rôle des parents, c'est une particularité française d'avoir des associations de parents d'élèves nationales qui se mêlent de tout et qui ont un avis sur tout et surtout un avis et qui, je pense, sont devenus un vrai problème pour le corps enseignant. Je le dis comme je pense. Moi, j'ai jamais été harcelé parce que de toute façon, je n'ai pas un tempérament à me laisser faire. Et ensuite, j'étais prof d'allemand, donc les profs d'allemand, que le prof de latin, on les embêtait pas. Mais maintenant, il ne se passe pas une journée, on le voit avec l'incident du Tarn, là, où les parents d'élèves s'érigent en contrôleurs, en juges, en évaluateurs du corps enseignant. Je vous donne un exemple.
Les élèves jouent avec leur portable en cours. Oui. On n'a pas le droit de leur confisquer. Ben oui, c'est ça. Tout ce que l'on peut faire légalement, c'est mettre une enveloppe sur la table en le priant gentiment de bien vouloir mettre son portable dans l'enveloppe, et à ce moment-là, on récupère l'enveloppe. Sinon, c'est illégal. Oui, c'est ridicule, quoi. Voilà. Normalement, de toute façon, normalement, la réglementation interdit l'emploi de portables à l'école et au collège. Oui, il faut le dire, parce que je vous assure, il y a des établissements qui l'ont mis dans leur règlement intérieur, et puis c'est confisqué automatiquement, etc. Il y en a d'autres qui, sous la pression de pédagogues, qui disent « Ah oui, mais c'est essentiel pour chercher l'orthographe du mot pédagogie ou démagogie ». Alors, il va falloir être clair. Les parents disent « Ah oui, mais je veux être en contact avec mon enfant. » Mais enfin, ni vous ni moi n'avions des parents en contact avec nous quand nous étions à l'école. Nous n'en sommes pas morts, véritablement. Et de la même manière, par exemple, je serais tout à fait partisan de mettre des brouilleurs dans les établissements dès qu'il y a des contrôles. Bien sûr, pour le baccalauréat, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de fraude aux toilettes. Alors, pour le moment, ce sont les pompiers qui s'insurgent en disant il faudrait qu'on puisse être appelé. Bon, écoutez, on les appellera sur le téléphone fixe. Oui, on trouvera, je sais pas, on fera essayer de tuer, je ne sais pas, je plaisante. Mais je ne devrais pas. Mais bon, on trouvera des solutions techniques. Mais effectivement, pour empêcher la fraude, je suis d'accord. Mais revenons à notre affaire de que faire. Quand vous dites un système jacobin avec déclinaison girondine, bon, ça c'est un peu dur en même temps parce que c'est pas très clair. Qu'est-ce qui serait jacobin ? C'est-à-dire, par exemple, la définition des programmes doit être nationale. Ça c'est une première chose. La question, par exemple, de la haute administration d'éducation nationale a tout intérêt à rester nationale. Sinon, il va y avoir des pressions infinies au niveau local. En revanche, la gestion de ces programmes en fonction du niveau réel des élèves. C'est pour ça que je suis tout à fait pour les classes de niveau, à condition, alors ça c'est un truc essentiel, à condition que le nombre d'élèves soit inversement proportionnel à leur niveau réel. Vous avez dû avoir des classes de 35 germanistes tout à fait compétents, aucun problème, etc. Mais si vous aviez 12 grands débutants en allemand, c'est un gros maximum. Voilà, c'est pareil pour les maths, c'est pareil pour le français. Bon, en fait, votre modèle n'est pas éloigné de celui que je préconisais, pareil. Moi, j'ai une formule un peu raide, mais que j'estime parlante, c'est renationaliser l'éducation nationale. Parce qu'en ce moment, l'éducation nationale est partie, c'est une vente à la découpe, quoi. Ici, on fait de la classe de telle manière, dans les quartiers prioritaires de la ville, on ne peut pas faire classe, ici, on cherche à reproduire l'élite, là, on essaie de limiter les dégâts, ça ne peut plus durer, je suis d'accord, il faut une reprise en main politique. Ça ne signifie pas qu'on va revenir au système de Jules Ferry qui se réjouissait en tirant sa montre à gousset qu'à cette heure-là, on fasse tous la même dictée au même endroit, etc. Je rappelle que ce n'était pas Jules Ferry, le pédagogue. C'était un pur politique. Il était à la fois... Mais surtout, il faut donner à une administration nationale la possibilité d'imposer non seulement des programmes, mais des pédagogies. Je donne un exemple. Sur Paris, depuis 2 ans, a été imposée la méthode Lego, ça s'appelle comme ça, pour l'apprentissage de la lecture. Très bien. La lecture-écriture. C'est une méthode alpha-syllabique. En fait, ça marche extrêmement bien. Ça a été imposé par le recteur de Paris et d'autorité, en quelque sorte. Alors, bien entendu, ça fait hurler toutes sortes de pédagogues qui disent mais non, la seule vraie méthode c'est celle de Montessori, c'est celle de Piaget, c'est celle de... Alors ils vous donnent tous les exemples possibles et imaginables. Non, il faut travailler véritablement, il faut leur dire, il faut leur dire la méthode alpha-syllabique est de très très loin la meilleure. Les sciences cognitives d'ailleurs le prouvent et au-delà. Si vous ne le faites pas, on vous vire. Tout à fait, nous sommes parfaitement d'accord. Querero a fait ce qu'aurait dû faire le ministre. Récemment, Stanislas Dehaene a été auditionné à l'Assemblée nationale. Il est donc le président du Conseil scientifique d'éducation nationale installé par Jean-Michel Blanquer. C'est une des bonnes choses à mettre à son actif. Et Stanislas Dehaene nous a expliqué que scientifiquement, il était clair que la méthode alpha-syllabique était la seule qui soit véritablement efficace et que tout le reste, c'était billevesé
et dérive. Je rappelle qu'alors, on va donner les chiffres, hein, il y a moins de 15% des instituteurs qui l'utilisent. Voilà, justement. Et donc Stanislas Dehaene nous disait, le rapport sur là-dessus, y compris avec, évidemment, une documentation scientifique, puisque les neurosciences vont au secours de cette certitude désormais, ce rapport est toujours dans une armoire au ministère. Aucun ministre, même pas notre sémillant Gabriel Attal, n'a pour l'instant osé prendre un simple arrêté en disant, pour l'apprentissage de la lecture à tel et tel niveau, telle méthode est obligatoire. Ça fera hurler 3 jours. C'est ça, et après, ce sera terminé. Alors, mais je pense que c'est de la petite politique, sincèrement. S'ils ne le font pas, on a un mot en Corse, vous savez, on dit apolitical, là. C'est vraiment la politique politicienne de merde. Bon, ce qu'ils craignent, c'est la bronca syndicale, c'est de froisser la gauche de la gauche. Les syndicats représentent quoi actuellement? Il y a 12% des enseignants qui sont syndiqués. Le problème, c'est que ces gens-là en sont issus, si vous voulez. La vérité, c'est que Gabriel Attal vient de la gauche, la nouvelle gauche, avec Marisol Touraine, etc. Et qu'il ne peut pas envisager de froisser ces gens-là, car c'est son milieu, c'est sa culture. Et donc, d'une certaine manière, donc, il ne fait pas son devoir de ministre. Je vous assure que nous, aux affaires, ça ne durera pas longtemps. La méthode alphasyllabique sera obligatoire, point final. Et il n'y aura pas de discussion. Et quiconque ne le fait pas aura à s'expliquer devant la cour d'inspection. En attendant, je conseille absolument à tous les parents qui inscrivent leurs enfants dans une école primaire de demander avec quelle méthode on leur apprendra à lire et avoir la possibilité de changer d'école si ça ne leur convient pas. Il va falloir quand même qu'il y ait un peu de souplesse au niveau de la carte scolaire et que cette souplesse soit d'ordre pédagogique, pas uniquement en fonction des lubies des uns et des autres. Il faut bien savoir que si on ne leur apprend pas à lire et à écrire en simultané, avec une méthode intelligente, on va fabriquer du dyslexique comme on l'a fait depuis une trentaine d'années à grand flot. Après, vous avez des crétins, ça, il y en a un certain nombre qui disent « mais c'est pas grave, vous savez, Word leur donnera les solutions ». Eh bien, ce n'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Et ChatGPT non plus, etc. leur donnera... Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Donc, renationaliser dans mon esprit, c'est ça, c'est revenir aux sources jacobines, c'est-à-dire que l'État fasse ce qu'il doit faire et qu'ensuite les praticiens fassent ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc je suis d'accord avec ça. Donc il n'y a pas de divergence. Mais c'est le terme municipalisé qui m'avait inquiété. Je me suis dit, alors, si l'école est municipalisée, par exemple, à la hollandaise de mémoire, ou dans certains pays anglo-saxons, où ce sont les communes, voire même les parents d'élèves. Non, mais là, moi je pense véritablement au conseil d'école. Oui, d'accord, très bien. Voilà. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'en effet, les parents d'élèves, aujourd'hui, deviennent de plus en plus, et depuis longtemps, des consommateurs d'école. Donc des consommateurs rebelles en plus, parce ils s'estiment autorisés à intervenir dans tout ce qui est de l'action pédagogique, de l'action éducatrice de l'État. Ceci, il faudra y mettre fin, ce sera vite fait d'ailleurs, parce qu'il suffit de changer quelques textes, c'est peu de choses, sur la composition des conseils d'administration, des conseils d'école, etc. Et puis, de manière générale, de donner une directive sur la façon dont les parents doivent être reçus. Ils sont reçus quand ils sont convoqués, c'est tout. Oui, et dans les conseils d'école, moi je veux bien qu'ils soient présents, mais il faut de toute façon s'arranger pour que l'administration et les enseignants aient la majorité dans tous les cas. On le fait maintenant dans les commissions qui autrefois étaient paritaires ou elles ne sont plus paritaires. Quand on veut, on peut. Je veux dire, quand l'État veut garder la main sur quelque chose, il peut le faire. C'est un simple texte. Ce sera fait et ça changera radicalement l'atmosphère. C'est-à-dire que les enseignants connaîtront, comme dirait Clémenceau, qu'ils sont gouvernés, qu'ils sont défendus aussi. C'est-à-dire, il n'est plus question, cette jeune collègue du Tarn qui a jeté son stylo à un élève pour lui expliquer la différence entre passer un stylo et jeter un stylo. Le stylo a rebondi. Il a rebondi, paf, il a touché les lunettes, la paire de lunettes sans les briser, bien sûr, ni sans blesser l'élève. Notre jeune collègue a été interpellé, interrogé. Interpellé par la gendarmerie. Par la gendarmerie, interrogé comme un malfaiteur. Donc maintenant, évidemment, c'est le bazar, il y a grève et tout ça. Mais je veux dire, ces choses-là sont intolérables. Oui, je veux dire, je salue les collègues qui l'ont défendu. Oui. C'est pas si fréquent. Non, c'est pas si fréquent, oui, pour une fois. Mais j'aurais préféré aussi que l'administration ait son mot à dire. Parce que pour l'instant, je n'ai pas entendu l'inspecteur de l'académie monter au créneau en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut arrêter cette... Enfin, je veux dire, c'est ridicule, c'est grotesque. » Or là, évidemment, c'est le grand silence blanc de la hiérarchie, comme d'habitude. Bon. Donc, effectivement, l'État se réinstallera vraiment et la nation se réinstallera à la tête de l'éducation nationale, notamment en choisissant de manière extrêmement soigneuse les cadres dirigeants
de notre système. Des recteurs choisis par copinage, parce qu'ils font partie Non, il faut prendre des gens compétents. D'une coterie, voilà, c'est fini tout ça. On prendra des gens compétents. Nous n'avons que faire de leurs opinions politiques a priori. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est êtes-vous capable de diriger, par exemple, une académie qui a un budget de 4 milliards d'euros et qui scolarise 120 000 élèves, prenons Versailles. Avez-vous les qualifications professionnelles pour le faire? Êtes-vous en mesure de comprendre les enjeux? Et l'autorité naturelle. Et l'autorité naturelle, bon, à ce moment-là, vous êtes recteur. Sans ça, écoutez, vous poursuivez vos chères études, c'est tout. Hein. Voilà, et aller pantoufler dans le privé, oui, ça. Oui, on gagne beaucoup si d'argent. vous arrivez à les satisfaire, très bien pour vous. Apparemment, c'est possible. On conclut. Donc, non, on va conclure simplement. Je voulais donc vous remercier, cher Jean-Paul Merci à vous. pour cet échange. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance parce que j'avais lu vos livres. J'étais un peu inquiet, comme je vous le disais, sur la conclusion de l'école à deux classes, mais maintenant je suis rassuré, nous sommes parfaitement sur la même ligne. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que vous auriez pu être inspecteur général, je pense que vous pourriez aussi être député de l'opposition, parce que franchement, vous allez voir les productions, par curiosité, jetez un coup d'œil à ce que je produis en termes de propositions de loi, etc. Il n'y a pas grande différence dans notre appréciation de l'état du système, ni dans les remèdes à y apporter. Je suis trop pédagogue pour faire un bon politique. J'aurais eu tendance à taper sur les doigts de mes collègues. Voilà. Non, merci beaucoup encore. Merci à vous. Merci.